Bonjour, je suis Julie Guertin et je vous souhaite la bienvenue sur Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille votre curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre? J'ai eu la chance de rencontrer Mylène qui est chercheuse au CNRS et qui exerce le métier improbable d'archéologue du paysage sonore. Ses travaux permettent d'enrichir l'expérience sensorielle des expositions de musées, par exemple, d'une nouvelle dimension, celle de l'ouïe. Quel relief pourtant indispensable quand on sait à quel point le son est immersif. Et c'est pas moi qui pourrais la contredire sur ce point. Mylène a un parcours très riche. Mécanicienne sur hélicoptère dans une première vie, elle décide de reprendre ses études. Elle n'a pas le bac, pas de souci. Elle se lance et obtient quelques années plus tard son doctorat en musicologie. Puis se spécialise dans l'étude et la restitution de paysages et d'ambiances sonores historiques. Lauréate de la médaille de cristal CNRS 2020, elle gère de nombreux projets et participe notamment à la restauration de Notre-Dame de Paris sur le volet acoustique. Mylène nous ouvre les coulisses de son métier, mais plus largement du monde de la recherche scientifique, où l'exactitude est maîtresse, le temps impondérable et l'esprit de coopération et d'enrichissement mutuel central. Mylène, merci mille fois d'avoir pris le temps de nous expliquer ton métier qui te tient tant à cœur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir, alors un petit 5 étoiles plein les yeux, le partager aussi à votre entourage. Allez, c'est parti! Bonjour Mylène, alors je suis ravie qu'on puisse rencontrer toutes les deux et profiter d'une de tes venues à Paris. Alors tu exerces le métier totalement inconnu à mes oreilles il y a encore quelques semaines d'anthropologue sonore. Alors si ça te... C'est pas ça? Non. Alors vas-y, dis-moi. Je suis archéologue du paysage sonore. Ah bah alors incroyable. Ok, alors déjà je commence par me gourer sur le titre du métier. Tout va bien se passer. Bon, bah alors du coup, justement, si ça te convient, pour moi ton métier il est tellement inconnu que je te propose de bousculer un peu l'ordre des questions et démarrer tout de suite par sa définition en quelques mots. Alors, je suis archéologue du paysage sonore, c'est-à-dire que j'étudie, j'analyse les ambiances sonores du passé. Donc, avant 1870, c'est mon terrain de prédilection. Et je fais un grand bond dans le temps. Et ces paysages sonores, je vais en proposer des modèles pour l'écoute. Donc, pourquoi archéologue? Parce que je fouille des matériaux anciens, ce qu'on appelle hétérogènes, des textes, de l'iconographie, des documents mixtes. Et ce que je vais faire après, je vais enregistrer des sons du passé qui sont encore dans notre présent. Je n'imagine pas de son, je ne crée pas de son. Un son qui a disparu fera un trou dans la fresque sonore, mais dans la foison de tout ce que l'on entend, c'est pas vraiment dramatique. Donc mon travail, c'est un vrai travail d'archéologue, sauf que c'est sur de la matière non palpable qui est le son. Depuis quand, en fait, ce métier existe ? Alors, depuis quand il existe ? Depuis, on va dire, la sortie de la maquette Bretèze, donc ça fait 2015. Donc on est bien d'accord qu'avant ce projet, et donc avant toi, il n'existait pas. Voilà, j'ai créé ma discipline, mon métier, ma maquette. Ce qui est quand même incroyable, quoi. Tout simplement... parce que j'avais détecté un besoin dans les musées, puisqu'initialement, c'était une réflexion en direction des musées et pas forcément une réflexion en direction de la recherche. Ok. Alors maintenant qu'on a une petite vision de ton métier, mais évidemment, on va rentrer en détail ensuite, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre quel a été ton parcours en amont, que tu puisses nous expliquer comment t'es arrivé à ce métier, comment tu as eu cette idée, enfin voilà, tout ce parcours-là et ce cheminement et toutes les passerelles que tu as pu passer de l'un à l'autre. Oui, parce que c'est pas mon premier métier, donc... Vous voyez pas, mais elle fait des grimaces. Je sens que ça va être compliqué à expliquer, quoi. Oui, parce que j'ai eu une première profession, donc je reste militaire, je l'ai fait durant 17 ans, avec... plusieurs bifurcations dans la carrière militaire et j'ai terminé comme mécanicien sur hélicoptère. Et à l'issue de cette période-là,
moi, je n'ai pas le bac, mais j'ai eu envie de reprendre mes études, parce que j'ai eu un coup dans la vie qui m'a fait stopper ma carrière. Et je suis rentrée par la toute petite porte à l'université sans jamais me projeter, en me disant que ce que je voulais faire, c'était uniquement des études. Et tous les choix que j'ai eus dans ma vie, ce sont des choix par défaut, qui m'ont plu, mais des choix par défaut. D'accord. Lorsque je me suis engagée, les femmes, elles restaient dans les services, elles n'allaient pas dans les armes. Donc, quand j'ai pu bifurquer vers mécanicien sur hélicoptère, j'ai eu le choix entre mécanicien sur hélicoptère et mécanicien sur hélicoptère. Mais tu n'avais pas le droit de rentrer dans l'hélicoptère. C'est ça ? Si. Moi, j'aurais préféré faire de la carto, donc mais je voulais sortir du service, donc voilà. Quand je suis rentrée à l'université, je voulais faire de l'histoire. Et là, on m'a dit non, il faut faire musicologie. Mais pourquoi ? Parce que j'étais adulte. Ah j'avais 30 ans, j'avais pas le baccalauréat, donc on passe après tout le monde. Et la filière histoire, elle était complète. Donc j'ai dû opérer un choix qui était, je vais faire musicologie. D'accord. Avec tout ce que ça veut dire apprendre la musique à 30 ans. Donc tu n'avais jamais fait de musique ni appris avant, quoi. Tu n'avais pas exercé un instrument, etc. Ah ouais, ok. D'accord. Donc voilà. Là, je me suis jamais projetée, j'avais pas le baccalauréat, donc j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Toutes les années gagnées, c'était des années qui pouvaient me permettre de me projeter pas trop loin dans le temps. Donc je me suis jamais projetée en me disant je vais être docteur en musicologie. Quand j'ai soutenu ma thèse, je me suis un petit peu ennuyée. Et thèse, c'est long, ça. Ah, c'est long une thèse. T'as intérêt à être motivé quand même pour faire une thèse. Surtout pour travailler sur les musiques militaires où tout le monde dit non, c'est pas possible. Mais c'est pas grave, on y arrive. Donc là, j'entreprends un Master 2 Management et Administration des entreprises pour un peu comprendre ce qui se passait dans l'université où j'enseignais et comprendre les évolutions qu'on demandait à ce grand navire là, qui avait du mal à bouger. Ça a été une très bonne formation pour la suite des événements. Et très complémentaire, parce que rien à voir quand même avec ta thèse. Ok. Et durant ce Master 2, j'ai eu l'opportunité d'apporter mon expertise, puisque je suis docteur en musicologie sur les musiques militaires au XVIIIe siècle, d'apporter cette... Ah oui, c'est précis. Hyper précis. Hein. Oui. Le principe des thèses. C'est le principe des thèses. On travaille sur le do dièse dans la partition de un tel. Bon. Le truc qui me serait impossible. Mais qui permet quand même de se former à pas mal de... Ah mais oui, j'en suis sûre. De métiers dans le métier. Et là, l'opportunité, je l'ai eue, de travailler pour les invalides en vue de sonoriser des plans de bataille. Ok. Puisque je travaille sur les musiques militaires. Par extension, c'est pas seulement les musiques militaires sur lesquelles j'ai réfléchi, mais j'ai réfléchi sur le lieu, la localisation, le moment et cet espace-temps qu'est la bataille, avec tout ce qui pouvait se passer comme bruit. Comme bruit. Dans ce lieu contraint, ou pas contraint d'ailleurs, puisque plus on avance dans le temps, moins le lieu est contraint et ça apporte des évolutions au niveau de l'espace acoustique, de l'espace sonore. Et là, je me suis posé une première question. Pourquoi les musées ne mettent pas d'ambiance sonore dans les musées ? C'était ma première question. J'ai donc commencé à interroger pas mal de conservateurs de musées pour comprendre le pourquoi du comment. En fait, c'est pas qu'ils ne voulaient pas en mettre, c'est que c'est une matière qui, pour eux, est ingrate. Et ils savent pas comment la traiter. Comment ça, ingrate ? Qu'est-ce que tu entends par ingrate ? Ingrate, tout simplement, quand je leur disais « Mais pourquoi vous ne mettez pas du son ?» La seule chose qu'ils pouvaient me répondre, c'est « Parce qu'on ne veut pas du Walt Disney. » Quant à définir ok. Le besoin... ça veut dire que c'est une matière qui n'est pas noble, quoi. C'est ça ? C'est pas un truc qu'on considère... Le son, c'est tellement noble que ce que présentaient les sound designers, c'était du Walt Disney. Ah oui, aujourd'hui, c'est un petit peu changé, parce qu'aujourd'hui, c'est du Puy du Fou, mais c'est la même chose. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent bien du narratif, mais pas du fictionnel. Ok. Oui, parce que du coup, ça ne respecte pas assez les règles, justement, de Or, un musée, de l'histoire. L'une de ses missions, c'est du 100%
apporter une preuve scientifique de l'objet, du tableau. Enfin, c'est expliqué. Oui, on n'est pas là pour romancer. On n'est pas là pour romancer. On pas est là du fictionnel. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est la première. Donc moi j'ai continué mon bonhomme de chemin, mes réflexions, et je suis tombée amoureuse de 2 ouvrages. Le premier c'est le plan Brettez, ou plus exactement c'est le plan Turgot. Mais j'ai rendu à Brettez, qui a levé ce plan sur Paris, j'ai rendu l'œuvre à son maître. Donc ce plan, qui est un plan trigonométrique, on peut dire, en perspective un peu cavalière, qui présente un Paris qui pour moi était sonore au niveau de la Seine, parce que tout le reste, les rues elles sont vides, il n'y a pas de travaux, alors que ça présente quand même un Paris idéal. Et puis un autre ouvrage, qui est du texte cette fois, qui est le tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, très intéressant puisqu'il présente 2 volets, un avant la Révolution et un après la Révolution. Et ce tableau de Paris, c'est des petites descriptions, à la fois de lieux, mais aussi d'actions qui se passent à Paris. C'est très bref, mais à l'intérieur, ça bruisse, ça sent, parfois ça pue, c'est goûteux. Enfin, tous les sens sont pratiquement réunis dans cet ouvrage-là. Ça, et l'expérience des Invalides, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai commencé à bidouiller dans mon coin une sorte de plan. Et j'ai un collègue qui m'a vu travailler sur ça. Il me dit, tu fais quoi ? Je dis, écoute, il y a ça. Moi, je pense que si on met les deux en raccord, et puis avec les technologies d'aujourd'hui, on doit pouvoir faire quelque chose qui n'est pas du cinéma, qui n'est pas de la bande-son traditionnelle, mais rendre des atmosphères historiques pour voir comment ça sonne. Et les plus réalistes possibles, en utilisant un peu tous les sens, quoi, quelque part. Lui, il m'a dit, ouais, d'accord, tu vas pas y arriver avec ton logiciel à la mort moelleux, parce que j'ai essayé de tirer des bâtiments, et c'est vrai que moi, je suis quand même musicologue, je suis pas graphiste. Il m'a fait connaître une filière graphiste sur Lyon, et on a fait la maquette. Alors moi, dans mon délire, je voulais faire tout Paris, et puis là, ils m'ont dit, ça va pas un délire. Donc il a fallu réduire la zone. Mais quand on réduit une zone, faut savoir choisir quelle zone. Et donc là, on va attaquer toujours le 3. Il y a 3 choses. Donc on réduit une zone géographique. Hop. Et après, on réduit une zone temporelle pour obtenir encore quelque chose de plus réduit, qui est une bande-son. Donc j'ai une zone géographique qui fait 50 hectares, une zone temporelle qui fait à peu près, bon an, mal an, entre 50 et 80 ans. Ok. On est sur du temps long, c'est du temps de l'histoire. Et on arrive à 6 minutes. On ne peut pas faire plus que 6 minutes. Je mettrai le lien de la vidéo, effectivement. D'accord. Donc, effectivement, tu expliquais que tu avais choisi cette zone-là par la multitude, en fait, et la richesse de vie qu'il y avait dans ces quartiers-là pour pouvoir reproduire, en fait, ce qui te paraissait être représentatif, de la vie de l'époque. Ça représente 80% des scénarios. Comme le but, c'était quand même de modéliser pour proposer au musée de travailler pour eux. Donc 80% des scénarios qu'on peut trouver dans une ville, à une époque donnée, pour une utilisation. Donc là, on est dans le Paris de Châtelet, c'est ça à peu près ? On est sur la place du Châtelet. Exactement. Et à quelle époque, tu disais ? Entre 1750 et 1790, puisqu'il y a encore les maisons sur le pont. Ok. Et après, les maisons, elles sont abattues. Parce qu'on y découvre un Paris qu'on connaît plus trop. Du tout. Alors c'était un challenge. Le challenge, c'était de se dire, est-ce que cette zone-là, dont il ne reste plus rien, puisqu'il reste juste la tour de l'horloge, est-ce qu'on peut la refaire ? Et ça a été des grandes discussions avec les graphistes qui, eux, travaillaient pour les jeux vidéo, qui ont une imagination... Moi aussi, je l'ai fertile, mais enfin, quand je travaille sur du scientifique, j'essaye de me calmer. Mais alors là, eux, c'est débridé. Et tout leur dire, c'est bien... Mais, et là, on repart en arrière, parce que ça ne correspondait pas... On était souvent sur du jeu vidéo, quoi. Donc il a fallu reprendre et corriger au fur et à mesure. Pour revenir à une réalité historique, à respecter cette réalité. Ok, j'ai vu en lisant en fait un certain nombre d'articles, il y a une notion qui apparaît souvent associée à ton métier, je voudrais peut-être que tu nous l'expliques, c'est l'hétérographie. Oui. Est-ce que tu saurais nous l'expliquer ? Enfin oui, bien sûr, tu saurais. Est-ce que tu voudrais bien nous l'expliquer ? Oui. Alors, l'hétérographie, c'est quoi ? C'est transcender un support en le
en le transformant par des sens. Par exemple, moi, je vais raconter des histoires avec des sons. Et j'ai une collègue qui raconte des histoires avec des odeurs. Donc, l'hétérographie, c'est tout simplement, on n'utilise plus des mots, mais on va utiliser des matériaux sensoriels pour raconter une histoire. Pour enrichir, en fait, une dimension supplémentaire à l'histoire que tu racontes. C'est une dimension sensorielle d'une histoire qu'on pourrait écouter les yeux fermés, quelque part, ou sentir les yeux fermés. Jusqu'à quelle époque on peut remonter ? Est-ce qu'il y a une limite que toi, tu te fixes ou que tu à partir du moment où il y a plus de possibilités au niveau de la biophonie, de recréer ces ambiances-là, c'est-à-dire la biophonie, c'est les sons des insectes et des animaux. C'est compliqué. Okay. Moi, je suis remontée au IIIe siècle après Jésus-Christ, et là, je vais remonter avant Jésus-Christ. Donc, on peut... c'est pas mal, ça, quand même. Oui, mais on peut remonter dans le temps. Hein. On peut remonter aux Égyptiens, un peu plus loin. Pour la préhistoire, c'est plus compliqué. Je comprends. Ok. Alors, tu touches aussi à un autre sujet, c'est quelle est la différence entre ton métier et ceux des sound designers et des bruiteurs. Je trouve que c'est une notion qui est très importante et une frontière très claire. Voilà, on ne fait pas le même métier. Il n'y en a pas un qui est pas bien et l'autre qui est bien. C'est un faux problème, c'est une fausse dispute. Moi, je travaille sur de la matière scientifique. C'est-à-dire que lorsque je vais proposer une fresque sonore, l'intégralité des sons qui vont se trouver dans cette fresque sonore, c'est une réalité terrain qui, à un moment donné, a pu exister. Pour le sound designer, il va trafiquer ces sons, il va en créer. Et pour le bruiteur, c'est encore pire, parce que lui, il les crée avec des objets qui n'ont pas trait avec les métiers ou les chevaux, les animaux. Donc, ce sont des métiers qui sont différents. Pourquoi ils sont différents ? Le sound designer, il va travailler un peu pour le cinéma, beaucoup pour le jeu vidéo. Il n'est pas là pour immerger le public dans l'histoire, il est là pour l'immerger dans une histoire qui se déroule dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il doit mener une action. Il amène une action. Le bruiteur, lui, il est associé au cinéma. Et il y a quelque chose qui existe au cinéma qui est ce qu'on appelle l'effet fosse d'orchestre, qui fait qu'à un bruit, une claque normale par exemple, elle passe pas la fosse d'orchestre, et si on le voit au cinéma, on va pas comprendre ce qu'on entend. Il faut que le cerveau, quand il voit le geste, il lui associe le bruit qu'il entend. Dans l'archéologie du paysage sonore, on peut faire des flops. Ça n'a pas d'importance. Nous, ce qu'on met, c'est le vrai bruit. Un cheval qui se casse la figure, je le fais écouter. Ah bon, ça fait ça ? Oui, ça fait ça. Si on met un cheval qui se casse la figure au cinéma, on va rien comprendre à l'histoire. Tout doit être amplifié à un moment donné. Alors justement, tu parles des sound designers et les bruiteurs, vers quel type de projet ils sont amenés à travailler. Toi, justement, est-ce que tu peux nous donner un peu une palette de toute la diversité des projets ? Pour qui tu travailles ? Pour quelle occasion tu as ce genre de projet à mener ? Alors, le gros du travail, on va dire 70% de mon travail, voire 80%, c'est la recherche. Des collègues qui ont eu vent de mes travaux, parce qu'ils commencent à être un peu connus dans la sphère de la recherche, et qui se disent, ça c'est un volet qui nous intéresse. Que ce soit par la matière par elle-même, ou par les problématiques que la matière elle va apporter. Par exemple, là, moi j'ai des contacts avec une chercheuse qui est sur à la fois l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones et la détection d'éléments de texte et de détection de mots dans les textes par eux-mêmes. Le word spotting et tout ça. Je lui dis voilà, moi j'ai cet objet-là. Je travaille à l'ancienne, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, je lis énormément de livres pour trouver les indices sonores. Hein. Là, elle a eu les cheveux qui se dressaient, elle a dit « Moi, je fais ça, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler ensemble pour trouver un outil ? Ensemble, on fait évoluer nos pratiques de recherche pour aller dans ce sens-là. » Alors, on reviendra sur le projet Bretesse, mais très concrètement, est-ce que on ne peut pas parler de clients, mais tu travailles pour des musées ? Alors, je travaille pour des musées, essentiellement.
Je travaille pour des lieux patrimoniaux. On a ces demandes-là. Donc j'ai travaillé pour Versailles, j'ai travaillé pour les Archives nationales. Qu'est-ce que je fais encore d'autre ? Je fais des habillages sonores pour des thématiques scientifiques. Effectivement, j'ai cru voir une vidéo où c'était pas la musique, le bruit de la création d'un cristal. Oui, c'est ça aussi. Il y a donc ça c'est un aussi. peu le même Voilà. principe, d'accord. Ok. Alors, avant de parler des étapes concrètes justement d'un projet, j'avais quelques petites questions. La première, c'est à quel moment tu interviens dans les projets ? On peut en prendre un ou deux exemples. Juste, je veux comprendre, est-ce que tout est ficelé et concrètement, les gens arrivent en te disant, en fait, on a déjà cette exposition, voilà, et donc on veut ce son, tu vois, pour comprendre un peu quelle est ta liberté dans la... Et ta part, en fait, dans ce projet-là. Ben, ça dépend. Ah. Ça dépend. Alors, personnellement, aujourd'hui, je demande à ce qu'il y ait à peu près 9 mois pour travailler main dans la main, par exemple pour un musée, qui a à peu près 9 mois, pour fournir de la matière sonore à un musée. Mm-hmm. Ça peut être raccourci pour des raisons X ou Y, soit j'ai déjà travaillé avec eux, je sais comment ils fonctionnent et j'ai la matière derrière parce que je vois le segment sur lequel on peut travailler, donc je peux un peu raccourcir. Mais la plage idéale pour un musée, c'est 9 mois. Pourquoi 9 mois ? Parce que quand il y a une exposition temporaire, ça permet de travailler avec les équipes qui vont mettre en scène, les scénographes qui mettent en scène les expositions. Et c'est très important parce que jusqu'au dernier moment, eux aussi, ils sont confrontés à des problèmes, et ce qui fait qu'on peut s'appuyer sur les deux éléments pour faire que ça devienne fluide. Ouais. Parce que les deux doivent se répondre, donc Tout à vous fait. êtes en interaction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à une semaine avant les expositions, nous, on est encore en train de... On a travaillé sur notre fresque, mais on affine le modèle pour que ce soit très exactement sur la scénographie, ça épouse exactement la scénographie de l'exposition. Ok. Alors, sur des questions très concrètes aussi, mais c'est pour qui tu travailles ? Donc, tu es salarié du CNRS. On peut dire salarié, hein, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Oui, je suis fonctionnaire. Ok. Et ça veut dire que qui finance les projets ? C'est le CNRS ? Quand c'est les musées, c'est un financement des musées ? Alors, ça dépend. Pour Breteuse, il a débuté sans financement. D'accord. Donc j'ai fait avec les moyens du bord sur mes propres deniers, parce que je n'étais pas encore au CNRS. Ça fait que depuis 5 ans que je suis au CNRS. Okay. Comme je n'étais pas dans le système de la recherche, je n'avais pas accès au financement. Il faut rentrer dans le système de la recherche pour avoir accès à des financements. Je cherche mes financements. Okay. Donc aujourd'hui, ça représente 80% de mon temps, c'est la recherche de financement. Et ça veut dire quoi ? Ce sont des mécènes ? Non, c'est des appels à projets. Ok. J'aimerais bien qu'il y ait des mécènes, mais bon, ils ne se précipitent pas à la porte. D'ailleurs, on va peut-être tenir les portes, on ne sait jamais à la fin de l'émission. On va te faire de la pub dans tout le hall. Non, il n'y a pas... En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé de mécène qui soit suffisamment... Un mécène, je ne reconnais pas qui donne sans qu'il y ait retour sur investissement. L'objet Breteuse, c'est un objet exploratoire. Donc, il ouvre des portes sur de la recherche. Il n'a pas vocation à aller vers l'industrie. Ouais, je comprends. C'est plus les collègues qui viennent travailler avec moi qui vont pouvoir s'emparer de cette partie-là pour la développer à l'extérieur. Breteuse, par lui-même, il n'a pas vocation à... Il faudrait que je trouve un super mécène qui me dise « Ok, top là », parce que c'est vrai que ça peut ouvrir sur plein d'autres disciplines. Okay. Mais à la fois, c'est trop large... Et c'est pas... Ok. Alors, dans ton métier, donc on l'a vu, la différence avec d'autres types de métiers comme les bruiteurs ou les sound designers, c'est que justement, toi, tu dois avoir à le reproduire ou aller chercher, pas reproduire, aller enregistrer le son que tu cherches à mettre en avant dans la scénographie. Est-ce que ça fait partie de ton métier que d'aller enregistrer
en anticipant des bruits dont tu sais qu'il y a un danger qu'ils disparaissent. Est-ce qu'il y a une notion un peu, tu sais, de patrimonialisation, le mot le plus compliqué à dire, donc je le dirai pas deux fois, mais voilà, d'enregistrement en préventif, tu vois, genre de vieilles machines, des animaux dont tu sais qu'ils peuvent disparaître, enfin voilà. Alors pour les animaux, c'est plus compliqué parce qu'il y a énormément d'animaux. Alors au tout début, c'était pas mon cœur de métier. J'allais chercher des bruits et des sons qui m'étaient nécessaires pour restituer des ambiances sonores. Avec la mission que j'ai à Notre-Dame, j'ai un axe patrimonialisation immatérielle. Ah, bravo. Je me suis entraînée. Donc j'ai cet axe-là qui prend, on va dire, un tiers du temps qui est dévolu à Notre-Dame et qui est bien la sauvegarde de ces gestes patrimoniaux. Alors, ça peut être des gestes qui sont transmis, on va dire, de maître à élève, comme les gestes des compagnons, par exemple. Ça peut être des gestes qui ont disparu et qui sont restitués. Je songe par exemple à Guédelon, où les équipes de Guédelon ont restitué des machines et recherchent la beauté du geste. Guédelon, c'est un château qui est reconstruit, mais avec exactement toutes les techniques d'antan et tous les métiers d'antan. Et c'est en Bourgogne, je crois. C'est dans Lyon. Lyon, ouais. Voilà, on a tous ces aspects-là. Donc ça peut être des métiers... comment dire, très, très bruyant, le tailleur de pierre par exemple, des métiers plus silencieux, je pense par exemple à une éventaillère ou un plumassier, où ça ne fait pas spécialement beaucoup de bruit, ou peut-être une couturière qui va coudre d'une certaine façon, qui va à l'ancienne. Donc voilà, on a toutes sortes de bruits, et aujourd'hui, j'ai une partie de mon métier qui va s'orienter vers cette patrimonialisation. Quand on en avait parlé, je me souviens, il me semble que tu m'avais parlé des gens qui font des forgerons. Des forgerons, merci, en fait, et qui à l'époque, ils avaient une technique très particulière, c'est qu'ils ne parlaient pas, et en fait, c'était la façon dont ils tapaient sur le métal qui donnait en fait une indication s'ils étaient trois à travailler sur la même pièce, et donc ils donnaient une indication au prochain sur la façon de taper la pièce. C'est ça. Et sans parole. Il y a énormément de métiers où on ne parle pas parce que l'environnement est bruyant, et en fait on a des cris de métier qui permettent de savoir ce qui va se passer ou ce que l'on doit faire. Ouais, ça, je et malheureusement, dans le passé, on n'a pas gardé ces cris de métier ou ces sémiologies, parce que ce sont des sémiologies, on ne les a pas forcément gardées. Ok. Alors maintenant, si ça te convient, en fait, je voudrais qu'on parle des principales étapes justement qui vont de bout en bout, de A à Z dans un projet. Avant de rentrer dans le détail, moi j'ai noté qu'il y avait donc la partie enquête, analyse, restitution et diffusion. Et donc je voudrais qu'on rentre dans chacune d'entre elles pour comprendre ce que tu fais à chaque étape. J'ai regroupé quand même enquête et analyse. D'abord, je voudrais que tu nous expliques où tu vas trouver les traces d'ambiance sonore. Quelles sont tes sources d'informations ? Alors là, je mets la casquette de l'inspecteur gadget. Alors, les sources, on a plusieurs types de sources. Les sources dites primaires, c'est les sources de l'époque sur laquelle on va travailler. Donc, si on travaille sur le XVIIIe siècle, on va chercher essentiellement des sources du XVIIIe, et puis si on travaille plus loin, on est obligé de s'appuyer sur des sources lointaines. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque tu m'as posé la question, plus on remonte dans le temps, moins on a de sources sur lesquelles on peut s'appuyer, donc c'est compliqué, de sources primaires. Et après, on a les sources dites secondaires, ce sont des sources qui ont déjà été traitées par les collègues, qui nous permettent un peu de gagner du temps, on va dire, et sur lesquelles on va pouvoir déjà avoir de la matière. Ces sources, qu'elles soient textuelles ou qu'elles soient visuelles, iconographiques, donc ce sont des sources hétérogènes, on va les trouver où ? Dans les bibliothèques, dans les archives, essentiellement. Ok. Donc là, ton travail, ça va vraiment être au travers des écrits, au travers d'un tableau, te dire quel est donc le paysage sonore qui pouvait exister, c'est ça ? C'est que tu vas décortiquer tous les indices, en fait. On a des sources textuelles, des sources iconographiques et des sources mixtes.
Les trois se complètent. Le textuel et l'iconographique va permettre d'élaborer le schéma d'une ambiance sonore, alors que l'iconographie et la source mixte, c'est-à-dire qui comporte du texte et de l'image, nous permettent de mieux cerner les acoustiques. Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est pas le tout de mettre des sons les uns à côté des autres. Ouais. Parce que ça, on relèverait presque du bruiteur ou du sound designer. C'est de retrouver l'acoustique des lieux pour repositionner les sons Tu veux dire dans le lieu où ils sont. Ah, ok. Acoustique, c'est-à-dire que par exemple, tu ne par reproduiras exemple, pas le ici, même son en fonction si c'est de la pierre voilà, ou ici, du bois. Ici, si on fait un son, et si on va dans le hall et on fait le même son, Oui, je comprends. il n'a pas la même couleur. Ok, ça marche. D'accord ? Donc, dans ce premier travail de recherche, il y a déjà une recherche sur ce qui fait la matière sonore, Ouais. ce qui habite l'acoustique. Ouais, quel animal, Voilà, quelle machine. Tout à fait, les gens, voilà. Les oiseaux, est-ce qu'il y a du vent ? Ouais, tout à fait. Et ce qui l'entoure, ce qui fait le flacon, c'est l'acoustique. Est-ce que les murs sont en pierre ? Ouais. Quelle hauteur ? Quelle Bien sûr. largeur ? Donc tout ça, c'est important. Et ça c'est une première partie. Il faut trouver tout ça dans ces sources-là. Ouais. Alors, sur Bretaise, sur le quartier sur lequel j'étais, j'ai plus de points d'accroche. On peut avoir des points d'accroche sur des villes anciennes qui ont gardé l'ancien bâti. Mais il y a toujours des éléments qui sont modifiés. Donc il faut toujours rectifier l'environnement, trouver, il faut chercher l'erreur. C'est toujours le jeu de cette erreur à trouver dans la vue. Et quand on analyse un tableau, c'est la même chose. Ou un texte, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a à chaque fois des témoignages. Quelle est l'histoire qu'ils ont bien voulu nous raconter ? Trier le vrai du romancé, du faux ou du pas vrai, on va dire, parce que c'est pas que c'est erroné, c'est parfois il y a des raccourcis qui sont présents, notamment sur un tableau. Le peintre, il veut mettre tout ce qui se passe. Je prends le tableau de Naudet, il a mis sur cette place-là tout ce qui se passait à ce moment-là. Or, c'est dilué dans le temps. Mais lui, il les a tous concentrés. Voilà, il les a mis à ce moment-là. Il n'y a pas de photographie de l'époque. C'est le tableau qui sert de photo, donc qui raconte tout en même temps. Et c'est à nous à faire le tri entre tous ces éléments-là, qui ne sont pas forcément faux, mais il faut savoir les repositionner. Donc tu recoupes en fait les sources d'informations pour au final arriver à la plus juste vérité, quoi. C'est ça, on recoupe tout le temps. Okay. Et si un indice sonore n'est pas recoupé, moi j'ai pris le parti qu'il fallait que je le trouve 5 fois pour soit un fait qui est raconté sous des formes différentes, mais qu'on retrouve les éléments, on les retrouve 5 fois. Si j'ai pas ces 5 fois, je le mets de côté en attendant que j'ai plus de preuves. Non, alors dans les outils d'enquête, on parlait tout à l'heure de DataMind et tout ce qui est word spotting. Enfin, donc en gros, c'est utiliser des outils qui sont très modernes pour t'aider en fait à aller plus vite, j'imagine, ou plus loin dans cette partie d'enquête. C'est ça. L'intelligence artificielle, c'est pas seulement aller chercher un mot dans une page, c'est recontextualiser ce mot-là pour lui donner toute sa sensorialité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les textes du XVIIIe siècle, c'est pas la même graphie que nous, même au niveau, même quand ils sont imprimés. Le caractère d'Ido, il est quand même différent. Et surtout, la tournure des phrases est différente. Donc le mot, il n'a pas la même saveur qu'aujourd'hui, il n'a pas le même sens. Donc l'intelligence artificielle, elle a tout un travail de recontextualisation de ce terme-là dans la globalité de la phrase ou du paragraphe pour savoir si c'est le bon mot que l'on cherche et qui nous permet de pouvoir prendre cette source-là et de l'exploiter. Il va chercher la sensorialité, mais on est obligé de s'accrocher sur des termes. Ouais, c'est super. Mais c'est ce qu'on fait dans le cerveau. Hein. Moi, je me souviendrai toujours la première séance que j'ai eue avec Véronique Aiglin, ma collègue. Il m'a dit, mais il va falloir qu'on t'ouvre le cerveau pour comprendre comment tu fonctionnes. Parce que j'avais beau essayer d'expliquer, en fait, il faut hacher par le menu chacune des opérations qui se passent. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir à comment, moi, quand je lis un texte, pourquoi ça sonne. Oui, bon, et c'est là où vos deux activités s'enrichissent, puisque toi, tu lui permets d'enrichir son modèle, et la finesse. Ok, combien de temps elle dure, cette phase ?
longtemps. Pour Bretez, c'est pas encore arrêté. Pour un projet, par exemple, pour n'importe quel projet, on va dire en méthodologie normale, c'est 80% du temps. La recherche, c'est 80% du temps. 80%, mais par exemple, pour un projet où tu dois gérer la partie sonorisation, enfin, scénographie sonore d'une exposition. C'est 6 mois. 6 mois. Ok. 6 mois. À partir du 4e mois, on a suffisamment de matière pour faire en parallèle. On met une autre casquette d'inspecteur gadget et là, on va sur le terrain pour enregistrer. Oui, alors, très bonne transition. C'est qu'après, une fois que tu as fait ça, tu dis « Ok, j'ai mon listing de sons. Alors, ok, super. Et maintenant, il faut que je les cherche, quoi. Voilà. Parce qu'il faut que je ne dois pas les inventer, je dois les réenregistrer dans la vraie vie de tous les jours. » Voilà, on fait beaucoup de choses en même temps. Déjà, on ne se projette pas trop dans l'avenir. Il y a des bruits et des sons qui sont faciles à obtenir. Donc, ceux-là, ce sont les premiers qu'on va récolter. Soit on les a déjà dans la caisse à outils, soit on va aller les récolter parce qu'on sait qu'on peut les avoir facilement. Et ensuite, on n'use pas notre énergie à chercher l'introuvable. Parce qu'on aurait pu faire toute la France, on n'aurait sans doute pas eu l'occasion de pouvoir enregistrer à Gerberoy ces véhicules hippomobiles, parce que c'est le terme savant. Là, on a eu une opportunité. Le responsable de l'association d'attelage nous a dit « Vous pouvez venir enregistrer ». Donc là, en plus, la mission a été préparée très rapidement, donc c'est un peu frustrant quand on prépare un peu rapidement, mais tout a été fait très rapidement. On était entre 2 confinements, enfin bon, c'était un peu compliqué. Mais voilà, ce sont des opportunités. Il y a des éléments que l'on peut programmer, et il y en a d'autres, et s'ils n'y sont pas, ils n'y sont pas. Alors, dans ces enregistrements, qu'est-ce qui constitue en fait un paysage sonore? Donc, on parlait tout à l'heure, il y a des animaux, voilà, est-ce que tu peux nous donner là aussi, c'est un triangle. Tout à fait dans le bas, on a ce qu'on appelle la géophonie. Alors la géophonie, c'est quoi? C'est quelque part, c'est l'acoustique du lieu, plus tous les éléments météorologiques qui peuvent avoir une incidence dessus. C'est-à-dire le vent, souvent c'est du vent, mais il peut y avoir la pluie, le soleil qui donne de la chaleur, qui modifie les caractères acoustiques d'un lieu. D'accord? Donc tout à fait en bas, le socle, c'est la géophonie. Pourquoi je le mets en socle? Parce que dessus va venir les premiers habitants, on va dire, la géophonie. Donc c'est tous les oiseaux et tous les insectes qui habitent ce lieu. D'accord. Et tout à fait au-dessus, les pollueurs, l'anthropophonie. C'est tous les sons, voilà, c'est nous. Typiquement, quand on a eu le premier confinement, la biophonie est apparue. Alors, c'est pas que les oiseaux ils sont revenus d'un seul coup dans les villes, hein. Tout simplement, nous on les embête beaucoup et ils ont modifié leurs us et coutumes, et que là, d'un seul coup, comme il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus de pollution, ils ont repris leur place. Et puis probablement qu'ils sont présents d'habitude, mais le bruit est masqué, quoi. Voilà. En plus. Il y a tous ces éléments-là. Donc on est sur un triangle. Ok. Et ces 3 parties-là, ça nous donne une épaisseur sonore, une densité qu'il faut redonner. C'est pas le tout de mettre des sons les uns à côté des autres, c'est cette densité-là qu'il faut rendre aussi. Oui, vous dites à un moment donné sur une des vidéos sur le projet, alors je ne sais plus si c'est Notre-Dame ou Bretez, que c'est comme un sandwich en fait. Tu rajoutes des couches au fur et à mesure. C'est un millefeuille. C'est un millefeuille parce qu'on va étudier. Quand on va chercher dans les sources, on se dit voilà, aujourd'hui je vais faire tout ce qui est faune. Et on va chercher toute la faune pendant une semaine. Je vais chercher toutes les activités humaines. Et on va chercher toutes les activités humaines. Donc on a des millefeuilles qui permettent justement de comprendre les articulations et le bien-être qu'il y a eu pendant très longtemps, alors qu'aujourd'hui on vit dans des ambiances acoustiques qui sont contraignantes. On l'entend d'ailleurs là. Voilà. Bon. Aujourd'hui on a peur du silence. Hein. Ouais, clairement. Donc faut qu'on meuble avec de la musique. Et alors, après, une fois que tu as enregistré, donc tu fais toute la partie montage, mais plus que le montage, parce que le montage, effectivement, il y a le traitement pur du bruit,
le retraitement. Mais je pense aussi qu'il y a toute une phase de scénographie. Donc, on va raconter une histoire. Tu racontes une histoire au travers des bruits. On raconte une histoire. J'ai vu d'ailleurs sur un des sites que tu m'as envoyé, en fait, où on voit clairement une espèce de banc de temps, où tu dis, de temps à temps, je mets tel bruit, puis tout d'un coup, ça va se chevaucher avec un autre bruit, etc. Vraiment la scénographie sonore. Ça, c'est, j'imagine, toi qui le construis. Oui. Alors, évidemment, en rapport avec, par exemple, pour un musée, avec la personne avec qui tu es en contact. Comment ça se passe, cette partie ? Alors, ça dépend. Ça peut être moi directement, parce que j'ai suffisamment de connaissances du terrain. Sur le XVIIIe siècle, je suis 18e de formation. Ce n'est pas un problème pour moi. Je connais bien les lieux de Paris. Et puis, d'une ville à l'autre, il n'y a quand même pas des grosses évolutions. Pour les terrains plus éloignés de mes habitudes, là, je passe par des collègues, des historiens, et je vais dialoguer avec eux jusqu'à trouver la bonne histoire. En général, c'est une histoire, c'est un raccourci d'histoire, c'est-à-dire qu'on va déconstruire des histoires qui existent pour en reconstruire une qui soit adaptée au public d'aujourd'hui. Ouais, ok. Et en plus, pour un musée, il ne faut pas que ça dépasse 3 minutes. Pour Bretaises, c'est 6 minutes, et vraiment 6 minutes, c'est le maximum que l'on puisse faire. Pourquoi ? Parce que c'est long. 6 minutes de fresque sonore en stéréo pour Bretaises, c'est un peu plus de 600 heures de travail, juste pour ajuster les sons. Quand on passe en 7.1, c'est 4 mois de travail. Et 7.1, c'est la spécialisation sur 7 haut-parleurs et un caisson de basse. Ah oui, d'accord, ok. Et si on passe comme avec la SAT Montréal sur un dôme où on est en immersion sonore, donc sur diffusion sur 153 haut-parleurs, on est à pratiquement 9 mois de travail. Ouais, je comprends. Ok. Alors maintenant qu'on comprend mieux ton métier, je vais donc te demander la fameuse question sur l'anecdote qui t'a marqué dans tous tes projets. L'anecdote qui m'a marquée, c'est la séance d'enregistrement entre les deux bourdons à la cathédrale de Sens. Alors, pour recontextualiser un peu le lieu, on était en pleine campagne de captation à Sens et on devait capter la totalité des cloches. Le but, c'est de restituer les sonneries de Notre-Dame, puisque les cloches de Notre-Dame ne sonnent plus actuellement. Elles ne sont plus électrifiées, donc elles ne sonnent plus. Donc le but, c'est ça. Donc il faut les prendre sous différentes formes. Et au moment de la captation, on va faire pour faire le grand plénum. Donc le grand plénum, c'est toutes les cloches qui sonnent en même temps. Et il y a 2 bourdons qui sont l'un à côté de l'autre à Sens. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans tous les clochers, quand on a des cloches qui sont très lourdes, ça fait 16 tonnes au minimum, quand même, c'est une petite cloche. Il y a à l'intérieur, il y a une sorte d'échafaudage en bois pour absorber le balancement des cloches. D'accord. Pour que le clocher en pierre ne bascule pas. Donc c'est doublé par une sorte d'échafaudage en bois. Donc ça craque, ça fait... Donc on avait déjà fait plusieurs essais, tout. Je trouvais ça super intéressant. Moi, je me mettais dessus et puis ça craquait de partout, ça bougeait. Et mon collègue me dit, oui, mais il faudrait qu'on puisse enregistrer entre les deux. Ça serait bien parce que je voudrais faire ça et ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai vraiment un petit gabarit, puisque j'ai une taille de 12 ans. Donc c'est un tout petit gabarit, moins de 40 kilos, merci. Je lui dis, je suis volontaire. Donc tout le monde se regarde un peu étonné. Je dis non, mais je suis réellement volontaire. Oui, mais ça va passer près. Mais je dis non, mais ça va passer, mais il va y avoir 3 cm de chaque côté. Ça va passer, ça va le faire. Ça l'a fait. Parce que je relirai la vidéo parce qu'elle est quand même assez impressionnante où tu vois effectivement, ça te passe juste à côté. Et donc effectivement, tu parais toute petite en rapport avec ces énormes bourdons. Ouais, puis c'est surtout que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait énormément de bruit, donc j'ai un double casque. J'ai une première protection avec des bouchons qui sont déjà bien protecteurs, et j'ai un deuxième casque pour vraiment me protéger les oreilles. Et c'est jouissif parce que j'ai senti à la fois la vibration des cloches. Donc on a cette vibration sonore, on ressent le son, il vient nous percuter, et on a la vibration du bois. Et les deux ensemble, je pense qu'on ne peut pas rêver
meilleure posture pour de la sensorialité. Parce que là, on est dans le cœur de la sensorialité. Ouais, D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il n'y a plus le son des bourdons et on n'entend plus que le son du bois qui craque. Elle est vraiment splendide, hein, cette vidéo. C'est très impressionnant. Je veux bien croire que ça soit une anecdote dont on se souvient. Alors justement, est-ce qu'on peut parler du projet Notre-Dame que je trouve... on a tous été touchés par son incendie. Et est-ce que tu peux nous raconter quel est ton rôle, ce que tu y fais, quel est l'objectif ? Alors pour Notre-Dame, juste après l'incendie, les scientifiques, initialement c'est une initiative de quelques scientifiques et après la CNRS a pris les choses en main. Les scientifiques se sont réunis et ont créé des groupes de travail, de réflexion sur des thématiques pour aider à la restauration de Notre-Dame. Et on va dire c'est un peu opportuniste, mais profiter du fait qu'elle soit malade pour à la fois l'étudier très finement, parce qu'on n'a pas accès habituellement à certaines données sur ces vieilles dames. Hein. Il n'y a pas que la cathédrale Notre-Dame, on ne va pas brûler toutes les cathédrales de France. Non, j'espère pas. Ouais. Mais voilà, pour l'étudier vraiment de fond en comble et aider à la restauration. Pourquoi aider à la restauration ? Parce qu'il y a des éléments quand même qui sont là et qui sont structurellement importants pour Notre-Dame. Donc nous, on est 2 chercheurs, on co-dirige le groupe acoustique. C'est acoustique et ambiance sonore. Donc d'une part, l'acoustique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est le flacon qui va permettre de faire résonner, donner vie. Comment dire, c'est l'artère et le cœur de Notre-Dame sur le point de vue acoustique. Donc c'est mon collègue qui est acousticien, donc sciences dures, qui travaille sur les acoustiques. Et moi, je lui fournis la matière pour faire vivre cette matière-là. Ouais. Parce que quand on a un modèle virtuel acoustique, il ne s'entend pas. Il faut à l'intérieur, il faut tous les petits bruits pour se dire « Ah ouais, ça sonne comme ça ». Mais alors, le but, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez produire ? Est-ce que c'est un enregistrement sonore pour pouvoir réinsonoriser le temps des travaux, je dis n'importe quoi, ou bien est-ce que vous êtes là en garde-fou pour dire « Attention, dans la rénovation », il faut aller vers ça pour respecter le son d'antan. On a plusieurs missions. On a une mission, on a enregistré, on a déjà un modèle acoustique avant l'incendie. Oui, en 2013, non, c'est ça ? 2015, 13 ou 15, je sais. Ouais. En tout cas, on a un modèle acoustique qui nous sert de référence. Et on a fait une captation du volume acoustique de Notre-Dame sur les zones qui étaient abordables. Avec un petit robot. On a ce modèle acoustique qui a été fait dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Aujourd'hui, les premières données montrent que l'acoustique de Notre-Dame, elle a une perte de 20%. Donc on a une acoustique plus sèche. D'accord ? Donc quand on claque des doigts, normalement il y a une réverbération qui se fait. Ouais. Bah là, c'est comme si c'est une étincelle dans le presque sec. Parce que l'incendie a modifié sa structure. Déjà parce que les voûtes, elles sont percées. Oui, donc le son s'échappe. Voilà, il y a 3 trous dans la voûte. Et puis, reste à savoir si le feu n'a pas non plus abîmé quelque chose. Ah ouais, ok. Donc ça, nous, on ne le sait pas, on est juste acousticien. Alors, la mission acoustique de Brian Katz, donc lui, il va s'occuper de cette acoustique. Donc on va avoir la captation du mois de juin, juillet, et puis au fil du temps, quand on pourra refaire et que la voûte sera remontée, on va avoir des modèles pour dire attention, voilà la différence, et des préconisations pour retrouver une acoustique proche de celle qui existait initialement. Pourquoi ? Parce que l'orgue, c'est le seul instrument qui est construit pour une acoustique donnée. C'est-à-dire que l'orgue de Notre-Dame doit ressonner pour l'orgue de Notre-Dame. Tu veux dire que tu le déplaces ? C'est pas possible parce qu'il a été construit pour aller dans cette bâtisse. Ouais, pour cette acoustique-là. D'accord, ok. Et les maîtrises, elles ont l'habitude aussi de leur acoustique. C'est-à-dire que lorsqu'on va leur rendre Notre-Dame, il faut qu'ils retrouvent leur point de repère pour pouvoir chanter. D'accord. Ok. Et par rapport aux cloches, tu parles de l'orgue là, mais par rapport aux cloches, tu t'es allé à Sens pour quelle raison ? Alors,
les cloches de Sens, elles ont les mêmes caractéristiques que les cloches de Notre-Dame. C'est-à-dire que c'est les mêmes fondeurs, c'est le même fondeur qui a fourni les cloches, c'est la même date, et surtout ce sont les mêmes notes. Ok. Donc comme ça, nous, pour restituer ces sonneries, ces sémiologies de cloches, on peut s'appuyer sur des matériaux qui sont proches d'une possible réalité. Ok. Et ensuite, il y a toute la partie ambiance sonore. Donc là, c'est mon segment. Qu'est-ce que moi j'apporte dans le projet Notre-Dame ? Eh bien déjà, lorsqu'on va reconstituer les modèles, que ce soit virtuel, visuel ou virtuel, audible, moi j'apporte les ambiances sonores, intérieures et extérieures. Parce qu'une cathédrale, ça vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce qu'il faut bien penser, c'est que le tissu urbain, dans le passé, il était beaucoup plus proche de Notre-Dame qu'il ne l'est aujourd'hui. D'accord. La ville, elle arrivait à peu près au niveau des Barnum aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on a un grand parvis. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Donc la vie même autour de Notre-Dame, elle était là. Donc il y avait des porosités qui se faisaient. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est que je travaille sur la patrimonialisation immatérielle. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pour mission de capter tous les acteurs qui vont œuvrer à la restauration de Notre-Dame. Que ce soit des artisans type tailleurs de pierre, charpentiers, ou des artisans qui sont plus dans la finesse et qui vont œuvrer sur des petits objets à l'intérieur de Notre-Dame. D'accord. Ok, dans les autres projets que tu as menés, est-ce que tu veux nous parler par exemple du projet Bretèze, un peu plus en détail que ce qu'on a fait tout à l'heure ? Le projet Bretèze, lui, il vit sa vie, c'est un projet exploratoire. Donc actuellement, on travaille sur la 18e version. D'accord. C'est pour ça que je dis que voilà, c'est réversible, hein, on le fait évoluer en fonction de ce qu'on trouve comme matériaux. Puisque quelque part, quand on travaille pour d'autres projets, on a des éléments qui viennent se télescoper et ça nous donne de la matière. Et parfois, en fouillant les archives, on tombe sur de l'information sur laquelle on n'avait pas forcément pensé et qui viennent à alimenter d'autres recherches. Hein. Donc moi, je suis sur de l'exploratoire, donc je continue mon petit bonhomme de chemin, et c'est un projet qui se développe par briques. Donc on a le noyau qui est Bretèze par lui-même, et puis comme c'est un projet exploratoire, souvent on a une porte qui s'ouvre, on se dit « Oh, mon Dieu, il y a un monde qui s'ouvre », alors ça peut faire peur, moi je trouve ça super excitant. Et à partir du moment où je trouve des problématiques sur lesquelles d'autres collègues peuvent venir travailler, voilà, ils viennent, ils s'approprient ce dont ils ont besoin, puis on continue un bout de chemin ensemble. C'est une recherche qui est inhabituelle, parce que c'est une recherche qui est ouverte. C'est-à-dire que le chercheur, il vient, il peut partir. Okay. Et c'est aussi ce qui fait la beauté de la recherche, c'est qu'on s'enrichit tous, et on peut repartir dans ses pénates en se disant, voilà, moi j'ai pris une partie de ça, donc oui, vas-y, sers-toi. C'est le principe. C'est le principe. Dans ce que tu disais sur la recherche, je trouve que c'est vraiment ça, c'est que plus tu en sais, plus tu te rends compte que le monde de l'inconnu s'agrandit, quoi. Il faut rester humble, vraiment, que ce soit dans notre recherche, parce qu'en plus elle vit pas seulement avec nous, elle vit toute seule, elle prend des formes. On va la retrouver un peu plus tard. Là, je vais la laisser reposer parce que je vais m'occuper d'autre chose. Quand je vais revenir sur elle, je la redécouvre. Donc, c'est un objet vivant. La recherche, c'est pas un objet qui meurt. Et je pense que les politiques devraient faire attention à ça. C'est qu'ils nous demandent des résultats. La recherche, c'est un flux continu. Et si on veut avancer, il ne faut pas lui fermer la porte. Il ne faut pas la contraindre. Ouais, il faut être ouvert à tout. Ouais. Et particulièrement la curiosité, quoi. Oui, je pense que si on est chercheur, on est curieux par nature, hein, sur ton segment, mais on est curieux par nature. Moi, je suis curieuse, mais peut-être par mon parcours aussi. J'ai touché à de l'administratif, j'ai touché à de la technique. Mécanicien sur hélico, c'est pas quand même une technique qui est habituelle, on va dire. Voilà, j'ai touché à de la géo, à de l'urbain, j'ai fait plein de métiers. Alors justement, tu touches une question, c'est quelles sont les qualités nécessaires pour toi, justement, pour être un bon chercheur ? Un bon chercheur avoir gardé son âme d'enfant, parce que je pense que je suis un grand gamin au fond de moi-même, très curieux,
il faut qu'on ait des peurs, mais pas les mauvaises, pas celles qui nous coupent les ailes. Quand j'enseignais, je disais toujours à mes étudiants, il ne faut pas se couper ses ailes. Il faut avoir des rêves. Il faut savoir qu'il y a des rêves qui sont possibles et des rêves qui ne le sont pas, ou pas de suite. Quand on sent qu'on a un rêve qui peut être mis en route, il ne faut pas qu'il soit fait là maintenant. Il faut accepter que ce soit dans du temps long. Ouais. 13 ans pour Brettaise. J'ai travaillé longuement avant de sortir. Je n'étais pas sûre qu'en 2015, mon projet il soit retenu par le CNRS et qu'il ait ce succès-là. Mais c'était mon rêve. Moi, je pensais que ça pouvait avoir une valeur. D'ailleurs, quand je suis rentrée la première fois à l'université, j'aurais dit c'est une bombe atomique. Ils ont ri. Le CNRS, lui, ne s'est pas trompé. Ouais. Il a su que c'était une bombe atomique. Il a détecté, quoi. Oui. Ah ouais, ok. Donc tu dis effectivement il y a une notion quand même de persévérance et de patience parce que il faut accepter que les projets puissent être sur un temps assez long. Oui. Et donc ça nécessite quand même une persévérance et une motivation pour que tu... Et ça veut dire aussi savoir reconnaître ses erreurs parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. Ouais. On apprend peut-être plus de ses erreurs que de ses réussites. Et puis rester humble. En fait, c'est la nature qui dirige, oui. Ah ouais. Et dans ce métier, quelles sont tes joies, quelles sont tes fiertés, qu'est-ce que ça t'apporte ? De la joie, ça m'en apporte tous les jours parce que moi je vis avec mes oreilles, donc je suis à l'écoute du monde. Et, c'est beau. Oui, on ne verra pas, à part là, sous les cloches, on voit avec quelque chose dans les oreilles, ou pour travailler parce que j'ai besoin d'un casque, mais dans la vie de tous les jours, non, moi j'ai pas de casque pour me promener. Pour plein de choses, c'est que l'écoute, c'est le collectif. C'est être à l'écoute aussi de l'autre et à l'écoute du monde. Aujourd'hui, on se coupe de ça. Ouais. Donc on devient des cinglotons. Voilà. Moi, j'entends tous les jeunes là, qui me disent on voudrait collectif, mais le collectif, ça s'apprend déjà par l'écoute. Si on s'écoute, toi, tu m'écoutes là. Ouais. et moi, quand tu me poses une question, je t'écoute et j'essaye de répondre au plus proche de ta question. Donc nous sommes bien dans l'écoute. Et c'est l'écoute qui fait la tolérance. Et c'est cette tolérance-là qui fait le collectif. Et qui fait que quand quelqu'un est dans le besoin, on va l'entendre avant de lui tendre la main et ensuite on lui tend la main. Donc on est bien dans l'écoute. Et c'est cette joie-là. Est-ce que j'ai suffisamment écouté l'autre s'il y a un dévissage quelque part qui se fait ? Et voilà. Ça, c'est mon cœur, c'est plus que mon palpitant, tu vois. C'est plus que le cœur que j'ai là. C'est ce qu'il y a au fond de moi. J'essaye d'être à l'écoute. Parfois, je ne réussis pas, je suis triste. Mais j'essaye ça. Et tes fiertés ? Ma fierté, c'est peut-être d'avoir réussi à faire sortir Brettaise de son cocon et d'avoir créé ma discipline contre vents et marées, parce que la première fois où j'en ai parlé, il doit y avoir encore du sang sur les murs d'un collègue titulaire qui m'a assassiné par des mots. Et ça, c'est une grande fierté de me dire, je l'ai gardé au fond de moi, j'ai continué mon bonhomme de chemin, j'ai été blessée. Bien abîmée, plus que blessée, j'ai été vraiment abîmée. Vraiment abîmée. On était au niveau presque de la maltraitance et de la persécution. Donc voilà, je ne reviendrai pas sur cette période-là. Par contre, je suis fière d'être passée par ce chemin-là, d'être ce que je suis. Fière également de pouvoir dire que moi, je n'ai pas eu un parcours habituel, je n'ai pas le bac, mais j'ai eu une thèse. Et c'est aussi une fierté. C'est montrer que quand on veut, on peut. Alors ça veut dire aussi beaucoup de sacrifices. Beaucoup. Mais c'est la joie de se regarder dans la glace et de se dire moi j'ai pas à rougir de moi. Clairement pas, je pense pas. Tu parles pas du tout dans tes fiertés de la médaille que tu as eue. Donc je dis pas de bêtises, mais c'est une médaille cristal du CNRS en 2020. T'en parles pas par humilité ou parce que... C'est une belle récompense. C'est la récompense de 5 années de travail que j'ai fait au sein du CNRS, donc ça a été très très vite. Oui, je suis fière de cette médaille-là. Mais
comme je l'ai dit quand j'ai remercié en fin d'année le comité scientifique de la MSH, c'est une récompense personnelle, puisque ça récompense mon travail. Mais moi, cette médaille, je la dédie à tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé et qui ont été là. Que ce soit au point de vue financier, pour la MSH, qui a répondu OK sur un appel à projet, mais qui a quand même donné son financement. Le CS qui est là, qui encourage. Des collègues qui sont là, qui disent « Ah bah tiens, il est super ton projet, tiens, je te donne ça, j'ai cette information. » Et tous ceux qui sont dans le gris, qu'on ne voit pas et qui sont là tous les jours. Donc moi, je leur dédie cette médaille. Oui, c'est une récompense pour moi. Cette médaille, je la dédie aussi à une personne qui un jour m'a rendu ma fierté, qui est Daniel Roche. C'est une des questions que tu me poses. Oui. Qui est un moment mémorable. C'est la rencontre avec Daniel Roche, qui m'a ouvert son carnet d'étudiant et qui a trouvé que mon projet était sensationnel. Alors que moi, je sortais, je dois dire, ça faisait une semaine qu'il y avait du sang sur les murs, donc j'y croyais plus du tout à mon projet. Et lui, il m'a dit, mais c'est une idée fabuleuse. Et il m'a rendu ma confiance. C'est un historien. D'accord. Qui est au Collège de France. Et il a écrit de très très beaux ouvrages. Il a écrit Le Peuple de Paris, c'est mon livre de poche. Il narre, il raconte une histoire du Paris dans son quotidien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le quotidien. Tu vois, c'est ce que vivent les gens dans le passé, tous les jours. Ces gens-là, ils ont un vécu. Et le faire passer sensoriellement, c'est important. Ouais. Donc voilà, moi je l'associe aussi à ma médaille. Donc le propos que je tiens dans ma médaille, c'est aussi pour lui. Voilà, elle n'est pas qu'à moi, cette médaille. Donc non, c'est pas c'est du partage. C'est du partage. C'est ma famille qui m'a supporté dans mes périodes les plus basses et qui avec un cri, qui a essayé de remonter à Bestiole. Voilà, c'est les gens qui m'ont sorti de la panade où j'étais et qui ont eu ces moments-là. Et si des gens nous écoutent et se posent la question d'aller vers cette voie de la recherche, quel conseil tu leur donnerais ? Pour faire de la recherche, déjà, il faut savoir qu'on est chercheur ou pas. Et un chercheur, c'est un trouveur. Donc, c'est un chercheur-trouveur. C'est quelque chose qu'on a au fond de... C'est pas tout le monde qui peut être chercheur. C'est rester humble en face de sa matière, parce qu'on peut être chercheur dans n'importe. Et moi, je connais des grands mathématiciens qui sont humbles face des formules mathématiques. Ils disent c'est des poèmes. Et c'est vrai, j'avoue, une belle formule mathématique, c'est une poésie, même si je ne suis pas mathématicienne. Donc c'est voir sa matière d'une manière différente. Si on a un regard différent sur une matière, sur une discipline, on a quelque chose déjà qui vibre. C'est avoir beaucoup de patience, énormément de patience. Savoir qu'il faut faire des sacrifices. Ok. Parce que aujourd'hui, en plus, c'est vraiment un chemin qui est pavé d'embûches, qui est difficile. Pour les jeunes chercheurs, déjà pour moi, c'était pas facile, mais pour les jeunes chercheurs, c'est très compliqué. Si on veut suivre tes travaux, suivre ton actualité, tout ça, comment on fait ? Surtout qu'elle est riche. En général, je suis de toutes les fêtes grand public, justement pour apporter cette recherche qui est particulière, l'apporter au niveau du grand public. Ouais. Pouvoir transmettre aussi, pouvoir expliquer. Oui, expliquer qu'on est sur du temps long, voilà mon objet de recherche, voilà en quoi ça consiste. Ce que vous avez, ces 6 minutes-là, ça représente tant de temps de travail derrière. Vous pouvez en profiter, mais ce que vous entendez quand vous êtes dans un jeu vidéo, c'est pas ça. Voilà. C'est pour sensibiliser. Et c'est l'occasion aussi, pour le grand public, d'approcher la recherche. Ok. Alors, il y a aussi autre chose, c'est les brutes de Rush. Oui. Que je trouve super. C'est des micro-vidéos en fait de 2 minutes sur l'arrière-boutique, à l'envers du décor de tout ce que vous faites sur le projet Notre-Dame de Paris. Et c'est pour documenter la recherche et faire le lien aussi
apporter au grand public les derrière, les dessous d'une recherche. Les coulisses, quoi. Ouais. Oui. Donc, voir tout le matos qu'on amène et qui nous prend souvent plusieurs voitures, beaucoup de voitures, beaucoup de matériel. Bon, super, merci beaucoup. En fin d'interview, je vais demander de lancer le défi de partir à la découverte d'un nouveau métier. Exactement, donc c'était exactement ce à quoi j'allais arriver, c'était te demander quel sacré défi t'allais me lancer. Eh bien, trouver un producteur d'histoire documentaire pour les nouveaux médias et la médiation pour le patrimoine et les musées. Mais qu'est-ce accord ? Tu vois, c'est quoi ces défis ? C'est un défi. C'est un défi. Eh oui, mais c'est... Alors, tu m'enverras le truc parce que si je note tout ce que tu viens de me dire, comment je vais m'en sortir ? J'ai la personne que tu peux joindre. Tu me rassures. Parce qu'effectivement... C'est une personne avec qui je vais travailler dans le cadre justement de Notre-Dame. On se connaît depuis quelque temps. Ok. Et, alors, je ne lui ai pas encore parlé de toi. Si tu veux, je t'introduirai. Oui, parce qu'effectivement, si je l'appelle comme ça... Et alors producteur d'histoire documentaire pour les nouveaux médias et la médiatisation pour le patrimoine et les musées. Disons, ça va être compliqué à rentrer dans une carte de visite, ça. Et alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui construit des... Alors, on est sur du fictionnel, mais qui s'appuie sur des matériaux scientifiques pour la plupart de son histoire. Il y a juste l'histoire qui est fictionnelle. Elle fait des parcours sonores pour, par exemple, elle a travaillé pour le château de Sceaux. D'accord, ok. Donc elle crée ses parcours sonores. Et elle aussi, elle fait... Alors elle fait pas tout à fait le début, mais elle fait, on va dire, du médian jusqu'à la fin. Donc elle réfléchit sur est-ce qu'on veut un casque, est-ce qu'on veut... Voilà. Ok, d'accord. Est-ce qu'on veut une borne ? Mais on travaille ensemble, tu vois, pour Notre-Dame, par exemple. D'accord. Parce que c'est elle qui va mettre au point. Donc elle est du privé. Donc là, on arrive sur la jonction applicatif. Mais là, tu es sur du tout public. Ok. Donc voir, par exemple, elle est obligée de composer avec, pour le coup, le client. Parce que là, elle se fait vraiment payer, il y a une rémunération. Il faut qu'elle respecte le cadre du client. Tu m'as d'ailleurs raconté en off que toi, ça t'était déjà arrivé de refuser un travail, je crois. Moi, j'ai claqué la porte parce que ce qu'on voulait me faire mettre dans le parcours sonore, c'était une position politique, parce qu'on fait dire beaucoup de choses au son. Pour moi, c'est important. Je suis chercheur. Tu vois, T'avais l'impression que la matière que t'allais fournir était manipulée, quoi. Mais je fais pas une impression. C'est de la manipulation par le son. Et on sait que le son est hyper important. Hyper important. C'est vraiment un objet de recontextualisation très fine. Là où, pour un musée, tu as 1000 caractères ou 800 caractères, tu mets du son tout de suite. Ça t'habille et tu n'as plus besoin d'expliquer. C'est pour ça que ce travail-là est très, très important. Ouais. C'est vrai que le son te permet en fait une immersivité qui est énorme et c'est un pouvoir qui est décuplé voilà, en quelques secondes au travers d'un son, tu rentres dans un univers. Et ça, tout ça, c'est important. Et tu vois, le son, c'est au-delà du son. Pour moi, c'est une matière qui est merveilleuse parce que c'est une matière barbe à papa. Le son qu'il y a maintenant, dans 5 minutes, il est complètement différent. Ouais. Donc nous, on arrive avec nos micros, quelque part, on le sclérose, parce qu'on va le capter, on va le mettre en boîte, et puis voilà. Et on va dire, voilà, ça c'est un témoignage du passé. Ouais, c'est vrai, c'est un témoignage du passé, mais quelque part, le pauvre, il est complètement sclérosé, tu vois. On l'enferme, quoi. On l'enferme. Tu peux même pas enfermer le temps, parce que le temps, il s'écoule, tu te rends compte ? Ouais. Merci encore, Mylène. Merci de m'avoir reçu dans ces locaux. Et à très bientôt pour suivre toute ton actu. J'espère sincèrement que cette interview vous aura autant captivé que moi lors de l'enregistrement. Si vous voulez suivre l'actualité de Mylène, vous retrouverez tous les liens sur mon compte Instagram. Si vous voulez vous assurer de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas le petit bonus 5 étoiles qui nous fait toujours plaisir. Pour me lancer le défi de dénicher un métier qui vous inspire, c'est simple, il suffit de me laisser un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine!